Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, on reprend les cours sur l'agilité à l'échelle. Alors, tout d'abord, je m'excuse auprès de ceux qui éventuellement étaient en attente par rapport à la suite du cours qu'on a commencé déjà il y a plusieurs mois. En fait, bon, la raison pour laquelle il y a eu cette attente, c'est assez simple, c'est parce que je suis pas youtubeur professionnel et donc tout me prend du temps et voilà, donc c'est l'organisation et bon, je faisais aussi en même temps les vidéos sur l'IA. J'en avais tourné déjà beaucoup plus, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop d'interruptions. Mais voilà, donc on va essayer de reprendre les cours sur l'agilité à l'échelle, là où on les avait laissés. Donc aujourd'hui, ce sera safe, les types d'user story, ou plutôt on devrait même dire de story. Dire type d'user story, c'est déjà un abus de langage, puisque user story, c'est un type de story, donc on va voir ça dans un instant, quels sont ces types, et on va voir deux notions qui sont definition of ready et definition of done. Alors je reprends le plan que vous avez peut-être en tête. En tout cas, voici le découpage du plan un peu plus précis. Donc je rappelle que les premières vidéos, on a fait l'histoire de l'agilité, Scrum, l'introduction de Safe avec les différents niveaux, donc ça c'était assez général. Et ensuite, la plus grosse partie du cours sur l'agilité à l'échelle, ça sera sur Safe. Donc c'est tout ce qui est encadré en rouge, plus introduction et niveau. Et en fait, ce cours, il est découpé en plusieurs sous-modules. L'aspect itératif, donc ça c'est tout ce qui va être itération et PI. Les rôles et l'organisation en équipe, ce qu'on appelle topologie d'équipe. Tout ce qui est user story, backlog et tout ce qui va tourner autour des user stories, donc c'est l'objet ou des stories en général, ou des backlogs, des feature backlogs, mais nous on va se concentrer sur les stories. Donc ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui on va faire definition of ready, definition of done, et j'aurais dû rajouter type d'US ici dans le titre. Et ensuite tout ce qui va être priorisation, planification en général. Enfin, cérémonie, c'est les réunions, et après on passera à d'autres choses, avec le modèle Spotify notamment et le DevOps. Donc aujourd'hui, Safe, alors c'est pas le bon, ce n'est pas le bon, je le corrige en direct, hop, voilà, donc c'est... Petite erreur de copier-coller, on va être sur Definition of Ready et Definition of Done, ainsi que les différents types d'US. Donc ça, c'est des choses que j'ai voulu rajouter après pour compléter. Dans le plan initial du cours, ça n'y était pas. Donc c'est pour enrichir la formation. Au fur et à mesure où j'avance, j'ai toujours envie de rajouter des choses. C'est aussi peut-être ça qui me retarde, parce qu'il faut aussi préparer des slides supplémentaires qui n'étaient pas prévus. Donc petit rappel, les user stories. Donc une user story, donc ça c'est l'objet de base, l'item de base. Ça se présente la plupart du temps comme ceci. Donc il y a un titre. Alors là c'est écrit user story, mais on peut synthétiser avec un titre qui décrit ce que ça fait. Ensuite, une description qui prend la forme suivante en tant que, donc ça c'est ce qu'on appelle user centricity ou customer centricity. Donc on va être centré sur l'utilisateur d'une fonctionnalité du logiciel qu'on va développer. Donc en tant que, et là on indique un rôle, ça peut être en tant que, si on reste sur l'exemple du site de vente, on va mettre en tant que client. Il peut y avoir d'autres rôles, comme par exemple fournisseur de produits ou vendeur sur un site de vente. Il peut y avoir le rôle administrateur du site de vente, on peut imaginer tout un tas de rôles. Donc en tant que client, je veux, donc là on dit ce qu'on va pouvoir faire, je veux ajouter un produit dans mon panier par exemple. Et afin de, donc là c'est la finalité de l'action qu'on va devoir réaliser, enfin que la user story va devoir permettre de réaliser. Donc en tant que client du site de vente, je veux ajouter un produit à mon panier afin de l'acheter, par exemple, afin de pouvoir l'acheter. Donc le afin de, ça c'est pour centrer sur la valeur qui va être apportée par la feature, sachant que le je veux va décrire ce que va faire la feature. Et ensuite, il y a une autre partie, critères d'acceptation, acceptance criteria. Alors critères d'acceptance, là c'est du franglais, c'est critères d'acceptation ou acceptance criteria. Bon, c'est moi qui l'ai écrit, je me suis trompé d'ailleurs. J'ai mélangé français-anglais. Donc on va écrire plusieurs critères, une liste de plusieurs critères.
qui vont définir ce qui va permettre de savoir si la user story est terminée ou pas. Ça peut être des use cases de test, ça peut être tout un tas de choses. Donc voilà, donc ça peut être voilà, expliquer un parcours utilisateur dans l'application, qu'il va cliquer sur le bouton panier ou le bouton ajouter dans mon panier, et que ensuite lorsqu'il va dans son panier, le produit apparaît effectivement. On peut décrire un petit scénario comme ça, comme critère d'acceptation. Bon, ça c'est la user story classique. Centré sur les utilisateurs, qui va délivrer de la valeur métier à un utilisateur. Donc cette citation, je l'aime bien, qui est extraite du site Scaled Agile Inc., qui est extraite du site officiel de Safe. Story sont les stories sont des courtes descriptions d'une petite partie d'une fonctionnalité désirée, écrite sous la forme du point de vue de la perspective d'un utilisateur. Donc c'est bien ça, c'est petite description, une petite partie de fonctionnalité écrite du point de vue de l'utilisateur. Donc comme c'est du point de vue de l'utilisateur, on appelle ça user story. Mais en fait, il n'y a pas que des user stories, il y a aussi d'autres types de stories qui ne sont pas des user stories, donc on va le voir par la suite. Alors oui, je fais un autre rappel, donc là, les user stories, c'est des items, des parties de travail à réaliser qui vont être au niveau équipe, donc la user story est ici, et qui doivent durer moins d'une itération. Si ça dure plus d'une itération, ça veut dire que la user story est trop grosse, donc soit on la découpe, ou alors peut-être ce n'est pas une user story. C'est peut-être une feature ou une capability. Donc la différence, c'est que la user story va être gérée au niveau équipe et durer moins d'une itération. Les features vont être gérées plutôt au niveau train défini par le product manager et vont durer plusieurs itérations mais moins d'un PI. Les capabilities peuvent durer un PI ou plusieurs PI et sont au niveau de large solution et ainsi de suite. Donc nous, on va se concentrer uniquement sur les user stories, on ne va pas parler de features. Je vous renvoie à la vidéo précédente qui décrit un peu plus en détail feature, capability notamment. Donc la vidéo précédente du cours sur l'agilité à l'échelle. Je vous ai remis en bas le découpage de l'année pour vous pouvez voir que dans une année, en général, il y a 4 PI de 3 mois et à l'intérieur de chaque PI de 3 mois, on va avoir 6 itérations de 2 semaines. Et donc une user story, c'est une petite part de travail qui va pouvoir être réalisée dans une itération de 2 semaines. Si on est en itération de 2 semaines, bien sûr. Donc ça, voilà, jusque-là, c'est un rappel. Mais en fait, il n'y a pas que des user stories. Donc là, je vous ai remis un exemple de user story. En tant que client, je veux pouvoir consulter mon historique de commande afin de suivre mes achats. Donc ça, c'est un autre exemple de ce que j'ai dit tout à l'heure, un autre exemple de user story. Il y a aussi des enabler stories. J'aurais pu écrire le mot story sur chaque ligne. Une enabler story, ça va être une user story qui va être une fonctionnalité technique qui va permettre de développer des user stories, mais qui ne va pas être une user story elle-même. Ça ne va pas apporter directement de la valeur métier à l'utilisateur. L'utilisateur ne va pas être au courant forcément, mais c'est indispensable pour réaliser d'autres user stories. Alors par exemple, j'ai mis ici créer un pipeline CI/CD, donc ça c'est continuous intégration, continuous deployment, pour automatiser le déploiement. Donc par exemple, on va vouloir mettre en place Jenkins et des outils de déploiement automatisé. Ça peut être un exemple de enabler story parce que ça va servir les autres stories en ce sens que ça va permettre de builder automatiquement l'application et de tester les user stories. Mais on peut avoir des enabler story. Alors là, c'est peut-être un cas un peu particulier parce que cette enabler story, finalement, elle ne fait pas partie de l'application. C'est un outil, un outillage qui est externe à l'application. Mais on peut aussi avoir des outils internes à l'application. Ça peut être un composant technique qui va être utilisé par plusieurs stories. Par exemple, si le client doit s'authentifier ou peut-être qu'on va avoir un composant d'authentification qui va être très technique au cœur de l'application et qui va être utilisé par plusieurs user stories pour vérifier l'identité de l'utilisateur. Donc, dans ce cas-là, on pourra avoir un enabler qui va consister à se connecter à un annuaire d'authentification ou des choses comme ça.
mais qui ne va pas directement être une user story qui va être indépendante et réalisée techniquement par les développeurs. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Troisième type de user story, tout ce qui est bug en général. Donc voilà, le terme le plus commun, c'est bug, hein, quelque chose qui se passe pas bien, l'appli qui ne fonctionne pas. Donc issue, c'est un autre terme, defect, défaut, c'est un autre terme. Donc corriger le calcul erroné des taxes sur les factures générées. On constate à un certain moment qu'il y a un bug au niveau d'un calcul de facture. Eh bien, c'est un type de story. C'est la correction de quelque chose qui existe déjà finalement, un bug, et qui ne fonctionne pas comme on le voudrait. Autre type de story technique. Donc une story technique, ça va être bien souvent une story purement technique qui n'apporte pas de valeur métier directement et qui n'est même pas forcément un composant contrairement à l'enabler, mais qu'il faut faire quand même. Exemple, refactoriser du code. Tout ce qui est refactoring, ça va être de la story technique. En général, ça va être typiquement du refactoring. Donc là, j'ai mis un exemple, refactoriser le code du moteur de recherche de produits si on est sur le site de vente, parce que peut-être que le code de moteur de recherche est très mal écrit et qu'on n'y comprend rien quand on intervient dessus et qu'on veut le rendre meilleur. Tout ce qui est refactoring va rentrer dans le cadre des stories techniques. Donc c'est des choses que l'utilisateur ne voit pas et ça n'apporte aucune fonctionnalité en général supplémentaire à l'application. Voilà, c'est un peu différent des enablers, mais en réalité ça peut être assez lié. On peut les confondre les deux. Ensuite, Spike. Donc un spike, c'est pour explorer un sujet technique mais limité. C'est un peu comme un proof of concept, mais un proof of concept, c'est quelque chose qui aura une plus grande ampleur. Un proof of concept, c'est un petit projet en lui-même, alors que l'idée de Spike, c'est vraiment un tout petit sujet très limité. Donc Spike en anglais, ça veut dire, je crois que c'est le pieu, comme un pieu de clôture qu'on enfonce dans un jardin pour mettre une clôture. Alors l'idée, c'est pourquoi ça s'appelle Spike. L'idée, c'est que donc c'est un pieu qu'on va enfoncer dans le sol pour sonder le sol, pour savoir ce qu'il y a dans la terre par exemple, et le pieu aussi il a une surface très limitée, donc on va pas explorer tout, on va juste à un endroit précis tester quelque chose, une technologie ou un concept. Donc là je vous donne un exemple, par exemple explorer la faisabilité de l'intégration avec une API OpenAI. Donc si on veut ajouter de l'IA dans notre site de vente, on va créer une petite user story, créer une user story, une spike story, pardon, ça va pas être une user story, ça va être une spike story, pour essayer de se connecter à l'API OpenAI en anglais. Donc, mais on va pas créer une feature entière parce que ça doit durer moins d'une itération, c'est-à-dire moins de 2 semaines si on a des itérations de 2 semaines. Donc on ne peut pas faire un proof of concept complet. En général, les proof of concept, c'est plus large que ça. Mais voilà, on peut aussi parler de proof of concept si on veut. Donc ces termes, je ne sais pas dans quelle mesure ils sont officiels. Sur le site de Safe, ils en parlent. Je pense que tous ces termes sont présents, mais il n'y a pas une liste aussi formelle que ça, je pense. Et après, chaque entreprise peut avoir un peu ces types de user story. On n'est pas obligé d'avoir tout ça. On n'est pas obligé d'avoir des spikes ou des enablers. Ça dépend du type de projet. Si on est un projet si on est sur un projet qui est en maintenance, par exemple, on peut même avoir uniquement des bugs, ou si on est au début du projet, peut-être que des user stories, je ne sais pas. Bref, c'est laissé à l'appréciation de chaque projet, mais ces différents types de stories représentent assez bien ce qu'on peut trouver dans un projet tout à fait standard. Donc maintenant, petit tableau pour dire que les user stories, bien souvent, on va les présenter dans un Kanban de réalisation, plus que les présenter, même les animer, les faire vivre dans un Kanban de réalisation. Donc la plupart des projets en agilité à l'échelle ou même en agilité tout court, que ce soit Scrum ou autre, utilisent cet outil, le Kanban. Donc dans la vidéo sur l'histoire de l'agilité, j'ai parlé un peu de la méthode Kanban.
très brièvement. Je ne vais pas développer ici non plus. Faudrait peut-être faire un jour une vidéo dédiée sur le Kanban, ça serait intéressant. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est un Kanban? C'est un tableau avec des colonnes. Et chaque user story va devoir passer par toutes les colonnes. Donc au départ, toutes les user stories vont être dans la colonne à faire parce qu'on n'a pas commencé à les faire. Donc juste après l'iteration planning, les user stories vont toutes être dans la colonne à faire. Donc l'iteration planning, c'est la planification de l'itération qui est au tout début de l'itération. Et les développeurs vont prendre les user stories dans l'ordre de priorité et les faire et les réaliser. Donc au départ, une user story va être dans la colonne en cours, puis quand elle va être réalisée, elle va être dans la colonne à tester. Ensuite, bon, alors à tester, ça peut être par le PO, mais ça peut être par des testeurs. Donc imaginons qu'on a une équipe de testeurs qui testent. Donc par exemple, si je le fais comme ça, mettons, donc là on a modifié la quantité d'un produit du panier, c'est en cours. Une fois que le développeur aura terminé, ça va passer dans la colonne à tester. Une fois qu'un testeur aura testé, ça va passer dans la colonne terminée. Et à la fin de chaque PI ou même à la fin de chaque itération ou même avant, en tout cas pour qu'une user story soit considérée comme terminée, il faut que le PO la valide. Donc une fois que le PO aura validé la user story, ça passera dans valider PO. Et ça va être le cas petit à petit de toutes les user stories qui vont toutes passer dans la colonne valider PO. Donc pour valider les user stories ou même pour tester, le testeur ou le PO ou la PO vont utiliser les critères d'acceptation pour voir si ce qui a été réalisé par le développeur correspond bien à ce qui est attendu et qui est décrit notamment via les critères d'acceptation. Donc ces colonnes, c'est assez classique. Ce n'est pas obligé d'avoir autant de colonnes, ou alors on peut en avoir beaucoup plus. Ça dépend vraiment des entreprises et du process. Si on a un process extrêmement simple, ben, il n'y aura que 3 colonnes, à faire, en cours, terminé par exemple, sachant que terminé sous-entendu ça veut dire validé par le PO. Mais on peut avoir des process extrêmement complexes. Donc ça peut être à faire, en cours. Ensuite, il peut y avoir des colonnes pour l'intégration dans le reste du logiciel ou avec des composants. Pour les tests, il peut y avoir plusieurs types de testeurs. Il peut y avoir des tests métiers, par exemple, si on est très proche du métier, qu'on a besoin que des personnes extérieures à l'équipe testent. Donc vraiment ça peut être très varié. Donc dans certains projets j'ai déjà vu plus de 10 colonnes dans un Kanban de réalisation avant de savoir si la user story est terminée ou si la story plutôt, parce qu'il n'y a pas que des user stories. Et donc ça c'est dans les contextes, dans les projets où il y a des enjeux importants et où il y a une exigence de qualité très importante, hein, et ça dépend vraiment du type de projet. Donc voilà, et là je vous ai mis un petit code couleur, je vous ai mis des exemples de user story. Alors normalement on est censé avoir plus de user story que le reste parce que finalement on travaille avant tout pour les utilisateurs. Ça doit être le principal, ça doit être les user story, mais on peut avoir aussi quelques enablers, quelques bugs, des stories techniques, des spikes, etc. Donc ça c'est pour les user story. Enfin les user stories, pour les stories, c'est tous les types de stories. Alors excusez-moi, je dis tout le temps user story alors qu'on devrait dire story en général vu qu'il n'y a pas que des user stories. Mais comme ça me donne l'opportunité de réexpliquer. Enfin vous voyez que moi aussi je fais beaucoup d'abus de langage. Ça me donne l'opportunité de réexpliquer ce concept de story. Et voilà, bon, j'espère que ça vous aide à comprendre. Donc maintenant, definition of ready, on tourne toujours autour du concept de story. Definition of ready, abrégé en DOR, ça va être une checklist de critères qu'une user story doit remplir afin que l'équipe puisse être en mesure de réaliser correctement cette user story. Alors, quels sont ces critères? Alors, n'importe quelle user story, par exemple, elle va devoir avoir un titre et une description, des critères d'acceptation. Donc ça, c'est ce que je vous ai présenté, c'est la chose la plus basique. Donc les premiers critères que la user story doit respecter avant de pouvoir être réalisée, ça va être un titre, une description qui a cette forme et des critères d'acceptation définis. Mais on peut imaginer d'autres critères.
Par exemple, estimation, estimer la charge de travail pour être en mesure de pouvoir la planifier dans un sprint. Input, ça peut être les éléments dont on peut avoir besoin pour réaliser la user story. Donc un exemple que je cite tout le temps, c'est si on a une user story qui dit que sur le site web de vente, il faut mettre le logo de l'entreprise à tel endroit, un input de cette user story, un entrant, ça sera le fichier image, par exemple JPEG ou PNG, du logo de l'entreprise. Il faut avoir le fichier image du logo de l'entreprise afin de pouvoir positionner le logo de l'entreprise sur le site web à l'endroit voulu par la user story. Donc ça, c'est un exemple très simple, mais on peut avoir des tas d'inputs nécessaires à la réalisation d'une user story. Les dépendances. Alors les dépendances, c'est d'autres user stories qui doivent être réalisées avant qu'on puisse réaliser cette user story. Donc par exemple, mettons si on a une user story autour du panier, modifier la quantité d'un produit du panier, il faut d'abord que la user story pour ajouter des produits dans le panier soit développée. Donc si on n'a pas encore la possibilité d'ajouter un produit dans le panier, ça sert à rien d'essayer de modifier la quantité vu qu'il n'y a pas encore de produit. Donc ça, c'est un exemple de dépendance. Dans la suite de ce cours, il y aura une vidéo entièrement dédiée au concept de dépendance. Donc identifier les dépendances qui sont nécessaires à la réalisation de cette user story, ça peut faire partie des critères de la definition of ready. Alors maquette, donc ça c'est un peu comme l'exemple de l'image du logo que j'avais donné. Les maquettes, par exemple, si on fait un site web et qu'on doit coder une certaine page, une maquette, ça va être une image qui représente à quoi doit ressembler la page. C'est pas forcément pixel perfect, c'est pas forcément dans les moindres détails, ça peut l'être, mais en tout cas ça dit voilà, il faut tel menu à gauche à droite, c'est à cet endroit que tel élément doit être positionné. Donc les maquettes, voilà, je pense par exemple aux maquettes balsamiques. Allez, on va regarder. Même si c'est pas prévu. Qu'est-ce que c'est une maquette balsamique? Voilà, ça s'écrit comme ça. Donc voilà, ça c'est des maquettes de sites web qui donnent le positionnement des éléments. Si on doit réaliser cette page, la maquette en elle-même va être peut-être être nécessaire à la réalisation de la user story. Donc on voudra que ça soit dans la definition of ready. Alors cette liste de critères, normalement, elle est commune à l'ensemble de toutes les user stories du backlog. Et pas seulement des user stories, d'ailleurs, ça peut être aussi des enabler stories ou des spikes. Mais la plupart du temps, quand même, on se focalise sur les user stories. Et en plus, chaque type de story peut très bien avoir une definition of ready spécifique. Par exemple, pour une story qui est un bug, et bien là, ça ne sera pas les mêmes critères dans la definition of ready. Par exemple, un bug, on voudra avoir un scénario pour reproduire le bug. Donc un critère, ça sera juste un scénario de reproduction du bug. Donc la plupart du temps, c'est quand même sur les user stories qu'on définit ce genre de liste. Et aussi, cette liste, elle peut être plus ou moins longue et il peut y avoir plus ou moins de critères. Par exemple, si on fait une application où il n'y a aucun front-end et que c'est juste un composant de back-end, il n'y aura pas de maquette et voilà, il n'y aura pas de maquette parce qu'il n'y a rien à voir. Peut-être qu'on peut être par exemple en no estimate, dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'estimation. Donc ça peut vraiment varier du projet. En fonction du projet, on peut avoir aussi beaucoup plus de critères. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très classique, très standard, qui représente bien n'importe quel projet. Ici, petite image de starting block parce que ces critères, c'est ce qui permet de démarrer une user story. Tant que les critères ne sont pas validés, on n'est pas censé pouvoir démarrer la user story, donc on n'est pas censé même la mettre dans la planification d'un sprint ou d'une itération. Dernier concept, definition of done. Donc là aussi, c'est une liste de critères. J'ai mis checklist, on pourrait dire juste liste. Je ne sais même pas comment traduire checklist. C'est une liste de choses à vérifier, à cocher. Donc c'est une checklist de critères qu'une story, user story ou feature. C'est vrai que tout ce que je dis est valable aussi pour les features. On peut définir definition of ready et definition of done aussi pour les features. Mais nous, on va se concentrer sur les user story aujourd'hui.
Donc checklist de critères qu'une user story doit remplir afin que l'user story puisse être considérée comme terminée. Donc là, c'est un peu le même rôle que les critères d'acceptation, mais ça peut aller un peu plus loin et ça peut être commun à l'ensemble de toutes les user stories. Donc déjà, le premier critère qui va sans dire, ça pourrait être que tous les critères d'acceptation sont remplis par la user story. Exemple de critères, test réalisé, test unitaire, test d'intégration, test fonctionnel, test de non-régression. On peut imaginer tout un tas de types de tests. On peut juste dire comme critère de definition of done que tous les tests ont été réalisés. Donc là, c'est une formulation simple. Mais on peut aussi établir une liste de tous les tests qui doivent être réalisés afin que la user story soit réalisée. Donc ça, contrôle de qualité, c'est pas du test parce que c'est de l'analyse de statique. Ça va être pour, par exemple, vérifier la qualité du code. Donc ça, c'est les outils comme SonarCube, par exemple, qui permettent de faire ça. Pour savoir si, je sais pas, si les méthodes sont bien nommées, s'il y a des commentaires, s'il n'y a pas trop de boucles imbriquées ou des choses comme ça. Donc on peut imaginer tout un tas de choses. Documentation rédigée, donc ça c'est quelque chose qui va accompagner la fonctionnalité qui fait partie d'un logiciel, c'est une documentation pour l'utilisateur par exemple. Intégration dans le logiciel, test end-to-end, donc ça rejoint un peu les tests d'intégration qui sont ici. Déploiement dans un environnement de recette, donc afin de valider la user story, on va exiger que le code qui a été produit soit déployé dans un environnement de recette. Validation par le métier, ça va sans dire, enfin non, il y a validation PO, c'est obligatoire normalement, et validation par le métier, ça peut être des personnes extérieures à l'équipe projet qui ne sont pas le PO mais qui peuvent avoir un droit de regard aussi, ça dépend des projets, ça dépend si on est très proche du métier ou des utilisateurs ou pas. Donc on peut imaginer là aussi tout un tas de critères qui permettent de dire si les user stories sont terminées ou pas. Donc là aussi, ça dépend des entreprises et des envies. Donc si le minimum, ça serait que de se cantonner aux critères d'acceptation qui sont décrits dans la user story et d'être testé par le PO. Ça, c'est vraiment le minimum. Après, on peut imaginer tout un tas de choses supplémentaires comme je vous l'ai présenté ici. Donc ça, c'est definition of done. Alors maintenant, une petite discussion, un petit commentaire. Alors j'ai quand même voulu présenter definition of ready, definition of done parce que c'est important, ça fait partie du métier. Mais moi je suis de ceux qui sont assez léger par rapport à ça. Je pense que c'est pas si important que ça. On peut avoir des listes de critères, mais il ne faut pas que ça entrave le démarrage des US ou même leur validation. Et bien sûr, ça dépend du contexte et du projet dans lequel on se situe. Il y a des projets, par exemple, si c'est une startup qui crée un nouveau produit, on va vouloir aller très vite, on va avoir peu de contraintes de qualité, mais il y a d'autres environnements que vous pouvez tout à fait imaginer, où il y a des contraintes énormes en termes de qualité, de sécurité, par exemple dans le spatial, dans le bancaire. Enfin, en fait, il y a énormément de métiers où il y a beaucoup de contraintes de qualité, beaucoup d'exigences. Et en réalité, quasiment chaque métier a ses propres contraintes à respecter. Alors, petit tableau avantages et inconvénients. Le DOR, ça va permettre d'aligner le PO et les équipes parce que ça veut dire que la user story sera bien réalisée et donc, sera bien décrite, ce qui va permettre de bien la réaliser. Ça veut dire que les équipes auront tous les éléments nécessaires à réaliser la user story et qu'ils comprendront mieux ce qu'il faut faire, donc meilleur alignement de l'équipe par rapport aux demandes du PO. Donc ça va permettre aussi de développer plus rapidement parce que quand on a tous les éléments sous la main, mettons par exemple si on a les entrants, on va pas être bloqué. Si on doit ajouter le logo de l'entreprise sur le site de l'entreprise et qu'on a déjà le logo de l'entreprise dans la user story, eh bien on va pouvoir développer immédiatement. Alors que si on n'a pas de definition of ready et qu'on a besoin de ce logo mais qu'on l'a pas sous la main, il va falloir partir à sa recherche au moment où on va commencer la user story. Donc ça va faire perdre du temps. Donc ça fait gagner du temps. Comme la user story sera mieux décrite et qu'on aura vérifié dès le départ tous les critères de qualité de la user story en elle-même, eh bien le développement, le résultat de la user story va être de meilleure qualité.
Donc bon, moins de gaspillage de temps, bah voilà. Donc là aussi, quand tout est clair dès le départ, on gagne du temps. Bon, c'est un peu une conséquence de tout le reste. Mais l'inconvénient, si on a une definition of ready qui est trop exigeante ou qu'on n'arrive pas à rassembler tous les critères, eh bien ça peut retarder ou bloquer le démarrage de certains travaux. Parfois, on a besoin d'aller assez vite. Et on ne peut pas attendre que tout soit prêt parce qu'il faut foncer, parce qu'on a des deadlines, donc ça dépend là aussi des projets. Si on veut être trop strict sur la definition of ready, ça peut empêcher la réalisation de certaines US qui sont pourtant importantes et qu'on aurait envie de commencer quand même si tout n'est pas rassemblé afin de pouvoir les réaliser. Donc la definition of done, là, c'est assez simple, c'est un peu le même genre d'avantages et d'inconvénients. Comme on a vérifié tous les critères disant que l'user story est terminé, et bien à la fin, on va avoir une meilleure qualité des US. Alors là, j'ai écrit meilleure qualité des US, mais j'aurais dû écrire meilleure qualité du travail réalisé qui répond à cette US. C'est pas meilleure qualité de logiciel correspondant à cette US. C'est ça que je voulais dire. Et pas que le logiciel, il y a aussi tout ce qui va autour, il y a les documentations, etc. Meilleure qualité de fonctionnalité, on pourrait dire. Et moins de retour en arrière, parce que si on n'a pas de definition of done, on peut imaginer qu'on valide une user story, on la considère comme terminée, et puis après, plus tard, on se rend compte qu'elle a mal été testée ou qu'elle n'a pas été bien validée par le PO, et dans un sprint, sprint ou itération dans la méthode safe, on utilise plutôt le terme d'itération. Donc on va se rendre compte peut-être dans une ou deux itérations que finalement ça n'a pas été bien testé, qu'il y a des bugs et il faudra revenir en arrière. Ou alors on ajoutera des story bugs dans notre backlog. Donc si on a une definition of done très stricte, ça va nous forcer à faire vraiment un travail de bonne qualité. Et là aussi, ça peut bloquer l'US dans le Kanban de réalisation, ça peut le bloquer à la fin. On peut très bien avoir terminé le travail sans être en mesure de valider la feature. Par exemple, si ça doit être testé par une personne qui est extérieure à l'équipe et qui est autre que le product owner, eh bien, on peut être en attente du test de cette personne. Donc, dans ce cas-là, normalement, si l'US n'est pas réalisé à la fin de l'itération, on est censé la mettre dans l'itération suivante. Alors, dans l'itération suivante, on pourra très bien la mettre dans la dernière colonne à tester ou l'avant-dernière colonne. Mais voilà, ça peut ralentir et un peu gripper la dynamique et le flux de travail réalisé par l'équipe. Et donc si on veut résumer tout ça, en fait la contractualisation c'est pas tellement un mindset agile. Ici j'ai repris une capture d'écran du Manifesto for Agile Software Development, donc qui est un peu la définition synthétique, très synthétique de l'agilité. Donc vous pouvez aller voir le cours sur l'histoire de l'agilité si vous voulez en savoir plus. Et en fait, il y a des principes individuals and interactions over process and tools. Donc là, ça veut dire que les individus et les interactions sont plus importants que les process et les outils. Donc le DOR et le DOD, en réalité, c'est des outils qui font partie du process. Donc, alors les process, c'est bien aussi, hein, c'est souvent pour des bonnes raisons, mais ça peut nous bloquer ou nous ralentir comme on le voit ici. Donc l'alternative au respect du process, c'est de commencer les user stories même s'il n'y a pas tous les éléments du DOR et de parler en mode individuals and interactions et d'aller chercher ce dont on a besoin au moment où on en a besoin en communiquant, en essayant de rassembler les morceaux. Et on a aussi un autre aspect, Customer Collaboration over Contract Negotiation. En fait, le DOR et le DOD, c'est une sorte de contrat de qualité autour des user stories. Et alors c'est bien aussi les contrats si on est en mesure de les tenir et de les respecter, mais si on n'est pas en mesure de les réaliser, ça peut bloquer tout un tas de choses. Donc la partie Customer Collaboration, ça va être échanger avec Customer, c'est le client, mais ça peut être aussi le PO qui représente le client bien souvent. Donc plutôt que de se fixer une liste de critères, on peut échanger de manière informelle via tout un tas de meetings, notamment les démos. Par exemple, on va montrer le produit en état de marche, on va pouvoir valider de manière informelle, valider les US, ça peut se faire aussi.
Donc voilà, c'est pas tout blanc ou tout noir, hein, c'est pas pour ou contre, ça dépend vraiment des contextes, hein, et c'est des concepts qu'il faut connaître, hein, en tout cas qui font partie du métier de l'agilité. C'est pas spécifique à l'agilité à l'échelle, c'est de l'agilité normale. Mais je le mets quand même parce que ça me semblait important. Donc ici, pour conclure, on reprend la big picture de Safe. En bleu, j'ai entouré en bleu tout ce qu'on a traité dans les précédentes vidéos. Donc vous voyez qu'on a quand même traité pas mal de choses. Et en rouge, eh bien, c'est ce qu'on a traité aujourd'hui. Donc ici, le Kanban, je l'ai expliqué brièvement. On n'en parlera pas plus après, donc c'est tout sur le Kanban. Ça mériterait certainement qu'on en parle un peu plus, mais il faudra faire des vidéos dédiées, c'est pas prévu. Et ici, vous avez les enablers qui sont ici. Alors, tout ce que j'ai dit, c'est aussi valable au niveau feature, hein, mais on va pas refaire le même discours au niveau feature. Donc, le feature, c'est les items de backlog qui sont au niveau train et gérés par le ou la product manager. Donc, voilà. Alors, je vous remercie pour votre attention. Et j'espère que je pourrai tourner la prochaine vidéo, la vidéo suivante, dans pas très longtemps. À bientôt!